Donc, au niveau du foie, on sait très bien qu'il y ait de la bonne santé. La quasi-totalité de ce qui pénètre dans l'organisme passe par le foie pour y être métabolisé, redirigé ou éliminé. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a tout dit. Une fois qu'on a compris vraiment cette phrase, que tout ce qui pénètre dans l'organisme, la quasi-totalité, passe par le foie, on comprend l'importance du foie. Et les anciens ne s'y sont pas trompés. Vous connaissez tous le mythe de Prométhée, la mythologie grecque, qui raconte qu'effectivement Prométhée, ayant volé le feu à Zeus, a provoqué la colère de celui-ci, il lui a pris le donner aux hommes, et donc il a provoqué la colère de Zeus, qui en punition l'a attaché au sommet du mont Caucase, où un aigle venait lui grignoter le foie tous les jours, et la nuit, le foie repoussait. Ce qui veut dire déjà que les anciens connaissaient la capacité du foie à se ce qui est assez extraordinaire. Ils connaissaient déjà cette capacité du foie à se régénérer. C'est ce qui montre aussi l'importance de l'organe. On sait actuellement qu'un sang du foie, il est capable de se régénérer. Alors, les pourcentages varient selon les auteurs, mais grosso modo, il reste un tiers de foie, il est capable de se régénérer, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. En médecine chinoise, le foie est appelé le général des armées et on considère son rôle si important que de sa bonne santé dépend celle des autres émonctoires, donc les portes de sortie de notre corps, les autres portes de sortie de notre corps, d'où l'importance de s'occuper du foie en premier. Du foie en disant que c'était l'organe et le besoin de commander. Et pour terminer, je voudrais rappeler Paracelse, pour qui la langue était la porte du foie. Et on le verra qu'effectivement, la langue peut être un signe de surcharge du foie. Voilà, grosso modo, pour l'historique. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas voulu non plus charger. Un tout petit peu d'anatomie est situé dans le quart supérieur droit de la cavité abdominale, juste sous le diaphragme, en relation intime avec le diaphragme, et vous verrez après pourquoi j'insiste là-dessus, en relation intime avec le diaphragme. Il est formé de plusieurs lobes. La partie la plus importante est du côté droit. Quand on passe ses mains comme ça le long des côtes à droite et qu'on les met encrochées sous les côtes flottantes, théoriquement, on devrait pouvoir toucher son foie. Et ça ne devrait pas faire mal. Si ça fait mal, aïe, 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 il y a un petit souci. Donc, le foie est donc plutôt du côté droit, hein, comme on le voit sur ce schéma. Il est de représenter toujours de couleur rouge, puisqu'il est gorgé de sang. Anne-Dominique. J'ai l'habitude de dire que la chose me permet d'imaginer ce que c'est. Oui. Anne-Dominique, je me permets de te couper. Est-ce que tu peux couper ta vidéo parce qu'on a vraiment des problèmes de coupure de son, donc peut-être que ça aidera pour la bande passante. Oui, je vais couper ma vidéo. C'est assez inaudible pour l'instant, donc je te laisse poursuivre. Ça devrait nous aider si tu coupes. D'accord. Arrêtez la vidéo. Voilà. Donc j'espère que le son va être meilleur. Donc je reprends juste rapidement au niveau de l'anatomie. C'est la plus grosse glande de l'organisme. 1,5 kg. Hein, c'est voilà, on a, à part le cerveau qui fait à peu près pareil, hein, on n'a pas d'autres organes aussi gros. Enfin, si on considère la peau comme un organe à part entière aussi. Mais voilà, au niveau glande, c'est la plus grosse glande de l'organisme, 1,5 kg. Donc, située dans le quart supérieur droit de la cavité abdominale et de couleur rouge parce que gorgée de sang. Est-ce que ça va mieux au niveau du son, Françoise? Fais-moi juste un petit signe avec oui, tout à fait. Oui, oui. D'accord. Le foie reçoit tout le sang du système digestif par l'intermédiaire de la veine porte. Il va filtrer ce sang à raison d'1,5 litre par minute. 1,5 litre par minute.
et il renvoie le sang filtré au cœur par la veine cave. Les cellules que l'on va trouver au niveau du foie, c'est ce qu'on appelle des hépatocytes qui sont regroupés en lobules. On ne va pas trouver, ce sont les cellules majoritairement représentées au niveau du foie. On y trouve également d'autres cellules, notamment les cellules de Kupfer, qui sont des cellules de défense macrophagiques. C'est important de le savoir aussi. Ça veut dire qu'on a un système de défense également au niveau du foie. Et dernière chose que je voudrais dire au niveau du foie, c'est que c'est une glande mixte qui est à la fois endocrine, donc qui va déverser dans le sang les produits qu'elle élabore, par exemple des protéines, et un côté exocrine, c'est-à-dire qu'elle va déverser dans des canaux spécifiques des produits qu'elle élabore, et là on pensera notamment à la bile. Donc voilà encore une fois un schéma du foie avec le fameux canal biliaire. Et pour dire tout de suite aussi que quand on parle du foie, la vésicule biliaire est comprise avec le foie parce ce sont des organes indissociables l'un de l'autre. La vésicule biliaire étant juste un sac de stockage de la bile que le foie sécrète. Donc l'un et l'autre sont inséparables. Alors, on va voir maintenant un petit peu les fonctions du foie. Alors, voilà la structure du tissu hépatique avec les hépatocytes, le système sanguin, le canal biliaire qui permet de récupérer la bile qui est donc sécrétée en continu par les hépatocytes. Les rôles du foie. Alors, le rôle intervient dans le métabolisme des glucides et des lipides. Au niveau des glucides, le foie va permettre ce que l'on appelle la glycogénogénèse, c'est-à-dire la formation du glycogène. Le foie est l'organe de stockage du glucose. Quand nous avons trop de glucose dans le sang, il va pénétrer dans les cellules et il va être utilisé si nécessaire, et le reste va être stocké au niveau du foie sous forme de glycogène. Le glycogène est une grande chaîne de glucose. Donc, c'est la glycogénogénèse. Au niveau du foie, on va trouver l'inverse également, la glycogénolyse. Glycogénolyse, c'est la destruction de ce glycogène pour obtenir du glucose que le corps va pouvoir utiliser. On a également la néoglucogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux glucoses quand le corps n'apporte pas, quand l'alimentation n'apporte pas de glucose, le corps est capable de le fabriquer à partir d'acides aminés et de dérivés des acides gras. C'est ce qui se passe en période de jeûne, c'est le corps qui fabrique son glucose, puisque le glucose est la nourriture essentielle, notamment de nos neurones, entre autres. Donc, le corps arrive très bien à se débrouiller quand il le faut. Le foie intervient également dans le métabolisme des lipides. Dans le métabolisme des lipides, c'est au niveau du foie que l'on a l'oxydation des lipides en vue de fournir de l'ATP, c'est-à-dire adénosine triphosphate, c'est notre énergie, c'est ce qui se passe dans nos cellules, au niveau de nos mitochondries. Au niveau des lipides, c'est également au niveau du foie qu'on a la synthèse de cholestérol. Ce sont les hépatocytes qui fabriquent le cholestérol. Et là, le cholestérol est fabriqué à hauteur de 70 à 80% du cholestérol total. Selon les auteurs, les pourcentages varient un petit peu, mais l'essentiel de notre cholestérol est synthétisé par notre foie. Et en général, on a l'habitude de dire 8 heures le matin. Alors, quand je dis 8 heures le matin, c'est vrai qu'on n'est pas des coucous suisses, ce n'est pas forcément 8 heures pile, mais ça veut dire en début de matinée. Et ça, c'est important à savoir par rapport à la chrononutrition. Ça permet aussi de savoir que le reste du cholestérol qui est apporté par l'alimentation est plus intéressant s'il est apporté aussi le matin, parce que ça va permettre de limiter la synthèse naturelle au niveau du foie. Il ne fera que le minimum syndical conseillé. Par contre, d'apporter du cholestérol par l'alimentation en soirée
alors que le foie a déjà synthétisé un maximum de cholestérol, peut jouer dans le surplus de cholestérol. Hein. Ça, c'est la chrononutrition, mais ce n'est pas le sujet du jour. On y reviendra peut-être un jour. Donc, voilà pour les rôles dans le métabolisme des lipides. Au niveau des protéines, du métabolisme des protéines, le foie permet la synthèse de protéines dites plasmatiques, de protéines du sang. On a notamment des facteurs de coagulation, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Le foie permet également l'élimination des déchets protéiques, ce qu'on appelle l'uréogénèse, hein, la formation d'acide urique et d'urée qui seront éliminés par la suite au niveau rénal. Et puis également, au niveau du foie, on peut avoir ce qu'on appelle la transamination, c'est-à-dire le passage d'acides aminés à d'autres formes d'acides aminés selon les besoins de l'organisme. Autre rôle du foie, c'est bien sûr la production de la bile. Donc le foie va sécréter de la bile en continu entre 1 demi-litre à 1 litre par jour. Et cette bile va être donc sécrétée en continu et va être stockée en dehors des repas quand on n'en a pas besoin. Elle est stockée donc au niveau de la vésicule biliaire qui en stocke environ un demi-litre. Alors le rôle de la bile, c'est notre liquide vaisselle. C'est tout simplement permettre l'émulsification des lipides, c'est-à-dire comme les lipides ne sont pas solubles dans l'eau, ça va permettre de partir de grosses molécules pour obtenir des molécules beaucoup plus petites qui seront plus faciles à digérer au niveau de l'intestin. Voilà pour la production de la bile. Et puis encore, deux autres rôles dont je voulais parler avant d'arriver au rôle qui nous intéresse aujourd'hui, la détoxification. C'est l'activation de la vitamine D. Le passage de la vitamine D3 dans le foie et dans les reins permet son activation et c'est à ce moment-là qu'on la considère comme une hormone, avec tous ces rôles tellement importants dont on a déjà parlé, mais que je me permets de ressouligner en rappelant que la vitamine D est immunomodulante et qu'en ces temps compliqués que nous vivons, il est important d'avoir une immunité au top. Juste petite parenthèse de rappel. Le foie, c'est également notre bas de laine métabolique, c'est-à-dire qu'il a une fonction de stockage. Il va stocker le fer, il va stocker le cuivre, mais il va également stocker les vitamines liposolubles, donc A, D, E et K. Il va stocker également un petit peu de B12 et stocker donc les lipides et le glucose sous forme de glycogène et de triglycérides. Voilà les autres fonctions du foie. Et nous, on va s'intéresser surtout aujourd'hui à son rôle dans la détoxification. Le foie, c'est notre station d'épuration. Le foie, comme je le disais en introduction, la quasi-totalité de ce qui pénètre dans notre organisme, que ce soit par la voie alimentaire, mais y compris par la voie respiratoire ou par la voie cutanée, va finir dans la circulation sanguine et va passer au niveau du foie pour y être nettoyé, entre guillemets, orienté soit vers la porte de sortie, soit vers la récupération pour notre organisme. Et donc, effectivement, le foie va permettre la détoxification de toutes les molécules indésirables, que ce soit l'alcool, les médicaments, des toxines. Le foie va être également le siège de l'inactivation des hormones. Une fois qu'elles ont servi, elles vont être inactivées au niveau du foie. Le foie est également le siège de destruction des vieux globules rouges, ce qui va permettre l'excrétion de la bilirubine, qui va être réutilisée au niveau de la bile et éliminée après dans les selles. Voilà, tout se combine, se recombine, se défait au niveau du foie. C'est une véritable usine de détoxification. Maintenant qu'on a compris le rôle important du foie, on comprend l'importance de le soutenir, ce foie.
c'est vraiment un organe qui mérite toute notre attention. Alors, les maladies du foie, il y a plusieurs origines. La cause, c'est la destruction des cellules, hein, avec l'inflammation. Les conséquences, eh bien, c'est ce que l'on voit sur une analyse de sang. Hein. Les analyses sanguines permettent de vérifier les enzymes hépatiques. Donc là, je peux mettre ça maintenant. Si vous pouvez couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence, les auditeurs. J'ai entendu quelqu'un, là, j'ai entendu un bruit de fond. Merci. Donc, sur une analyse sanguine, on peut effectivement voir des paramètres qui vont en augmentation et qui signent effectivement un problème hépatique. Alors, les maladies du foie, on a plusieurs origines, comme tous les toxiques que l'on apporte, les médicaments, l'alimentation trop riche en graisse, mais je regrette juste qu'il n'y ait pas marqué aussi trop riche en glucides, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que les graisses qui interviennent, mais le glucose en excès, le fructose, mais le fructose rajouté par l'industrie agroalimentaire. Et là, je fais juste une parenthèse aussi par rapport aux fameux produits dits light, où vous avez dit sans sucre, écrit en grand dessus, ce qui rassure tout le monde et donne bonne conscience. Et vous avez des édulcorants de synthèse qui posent énormément de problèmes à notre foie. Et puis, bien sûr, les virus, quand on pense à toutes les hépatites virales. Donc, il y a plusieurs causes. Avant d'être malade, le foie peut être tout simplement fatigué. Hein, on n'est pas obligé d'avoir un foie malade pour commencer à s'en préoccuper. Et là, la prévention est toujours plus importante que le curatif. Il vaut mieux agir dans la prévention. Et c'est pour ça qu'on pourra penser aux cures de détox du foie, au nettoyage du foie et notamment au changement de saison. On sort de l'hiver, c'est une saison où il y a des conditions climatiques qui font que, il y a une alimentation qui est peut-être plus lourde, plus grasse, plus sucrée. Il y a un côté émotionnel qui joue aussi en hiver, surtout avec la situation actuelle. Il y a le fait que l'on manque peut-être d'exercice physique, etc. On va le voir après, quelles sont les causes des troubles hépatiques. Et toutes ces causes-là se retrouvent concentrées, je dirais, un petit peu pendant la période de l'hiver. Et le fait de pouvoir passer au printemps, d'avoir ce renouveau, vous savez très bien, alors pour les Alsaciens, on appelle ça le Osterputz, hein, le nettoyage de printemps ou le nettoyage de Pâques. On a envie, effectivement, avec la nouvelle luminosité, d'avoir une maison bien entretenue, bien rangée, bien nettoyée. Mais finalement, le corps, c'est notre première maison. Et on devrait aussi, à ce moment-là, s'occuper de nettoyer notre corps, notre première maison. Et la détox du foie est vraiment bienvenue à la saison du printemps pour permettre de repartir sur des bonnes bases. Je m'arrête 2 secondes sur la maladie du foie gras, ce qu'on appelle NASH, hein, la maladie du foie gras, qui est la première cause de greffe du foie actuellement en France. En 2019, les chiffres donnaient 16 000 Français atteints de cette maladie et les scientifiques prévoyaient une augmentation de 60% d'ici 10 à 15 ans. C'est énorme, énorme. Et là, on a vraiment le rôle de l'alimentation qui est mis en cause et bien sûr l'importance de la prévention. Hein, l'alimentation trop sucrée, trop grasse va entraîner effectivement une fibrose, une cirrhose et ça finit en cancer du foie. C'est une maladie chronique et silencieuse. On ne sait pas qu'on est atteint tant qu'on n'y fait pas attention. Et il faut savoir que c'est réversible avec la mise en place d'une hygiène de vie. Alors, évidemment, au bout d'un moment, c'est la greffe du foie qui est la seule solution. Mais avant, on peut essayer de mettre en place une hygiène de vie et d'aller dans la réversibilité. Donc voilà encore un petit schéma sur la stéatose, qu'elle soit alcoolique ou non alcoolique. On finit exactement pareil avec des cirrhoses, des cancers et des complications. Alors non, je suis allée trop vite. Donc on va en rester là. Quels sont les symptômes de
d'une perturbation d'une fonction hépatique et vésiculaire. On peut déjà voir soi-même qu'il y a des choses qui ne vont pas. La première chose, je vous le disais, c'est la langue chargée. Normalement, quand on tire la langue le matin, eh ben, dans la journée, elle devrait être rose comme une langue en bonne santé. Et quand il y a des dépôts sur la langue, quelles que soient les couleurs, après, c'est tout à fait spécifique, eh bien, une langue chargée, une mauvaise haleine signe déjà une fatigue ou une perturbation hépatique. Ainsi que tous les troubles digestifs, que ce soit des ballonnements, des gaz, des troubles du transit, soit de la constipation, soit de la diarrhée, soit de la constipation et de la diarrhée en alternance, ou de la diarrhée en alternance, de la difficulté à digérer les graisses, tous ces signes-là signent déjà une fatigue du foie, la plupart du temps. Les nausées postprandiales, les migraines postprandiales, donc d'après repas. Il semblerait, selon certains auteurs, que 95 à 98% des migraines soient d'origine hépatique, viennent d'une fatigue hépatique. L'asthénie, la grosse fatigue, inexpliquée. Évidemment, si vous avez fait un marathon, si vous avez enchaîné 3 cours de Zumba, vous avez des raisons d'être fatigué. Mais si vous êtes fatigué anormalement, sans aucune raison, pensez foie. Et notamment des problèmes de sommeil. Des problèmes de sommeil avec des réveils nocturnes récurrents. Et là, on va faire appel à la médecine chinoise, à la médecine traditionnelle chinoise, qui relie chaque organe à des créneaux horaires. On a l'heure des organes. Et pour le foie, l'heure de l'organe foie, le créneau horaire est compris entre 1h et 3h du matin. Donc, si vous avez des réveils nocturnes récurrents entre 1h et 3h du matin, il y a de fortes chances que ce soit le foie. Le foie est l'organe qui travaille la nuit. C'est pendant la nuit que le foie travaille et donc il est à son maximum de travail entre 1h et 3h du matin. Avant, c'est juste la vésicule biliaire. Donc, si vous démarrez, parce que c'est toujours pareil, le problème quand on donne des horaires, il y a toujours quelqu'un pour me dire oui, mais en heure d'été ou en heure d'hiver. Et par rapport au méridien de Greenwich, comment est-ce qu'on se situe? Donc, ce sont les réveils nocturnes en début de matinée, passé minuit. Voilà. Et si c'est récurrent, c'est toujours à ces heures-ci, on peut vraiment se poser la question du foie. Mais en principe, votre thérapeute, grâce à son anamnèse, à son questionnaire, va pouvoir relier d'autres signes cliniques et suggérer la possibilité d'une fatigue du foie. La présence d'hémorroïdes également. L'ictère, donc la fameuse jaunisse, avec la coloration de la peau, la coloration du blanc de l'œil, bien sûr la douleur au niveau du foie, tous ces signes-là signent une perturbation hépatique. L'hépatomégalie, ce qu'on appelle le gros foie, des troubles de la coagulation, des anémies, puisqu'on a vu que le foie intervient dans des protéines de coagulation, donc des saignements de nez, des hématomes répétés avec très peu de choc. Tout cela peut faire penser effectivement à des troubles du foie. Mais vous avez aussi des troubles à distance. Je m'explique. Au niveau des émonctoires, des portes de sortie du corps, on dit qu'il y en a 5 principaux. Je rappelle le foie, les reins, l'intestin, les poumons, la peau et pour nous les femmes, le 6e, le vagin. Foie, reins et intestin sont considérés un petit peu comme des émonctoires primaires et quand eux sont vraiment surchargés, vous avez la peau et les poumons qui viennent en émonctoire de secours. Donc, un foie très surchargé peut également se manifester par des problèmes de peau, notamment tout ce qui est acné, tout ce qui est psoriasis, eczéma. S'arrêter au traitement de la peau, c'est s'arrêter aux symptômes et ne pas rechercher la cause, qui est un foie surchargé. Et par exemple, chez nos ados qui font des crises d'acné, leur traiter juste la peau, ok, c'est bien, mais ça ne réglera pas le problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, il y a déjà le côté en général junk food,
de nos adolescents, hein, mauvaise alimentation avec beaucoup de gras, beaucoup de sucré, beaucoup de soda, de choses comme ça, mais également les tempêtes hormonales auxquelles sont soumises nos adolescents, hein. Et toutes les hormones vont être dégradées, inactivées au niveau du foie. Donc, elles ont un foie qui est surchargé, qui est vraiment sursollicité. D'où l'importance de traiter le foie en cas de problème de peau. Pareil, au niveau de l'appareil respiratoire, les personnes qui auront des toux grasses, des expectorations, il faudra penser à traiter également au niveau du foie. Alors, quels sont les troubles, les causes fréquentes de fatigue ou de troubles hépatiques contre lesquels, justement, nous allons pouvoir travailler en prévention? Eh bien, le premier point, c'est le froid. Je rappelle que le foie est l'organe le plus chaud de notre organisme. Il est aux alentours de 40 degrés. Le foie aime le chaud. Il adore travailler quand il fait chaud. Pour lui, ce sont des bonnes conditions pour drainer les déchets métaboliques. Pourquoi? Mais tout simplement, c'est facile à comprendre. La chaleur va dans le sens plutôt d'une vasodilatation, ce qui permet une circulation sanguine plus fluide, hein. Et comme le foie va épurer le sang, va filtrer ce sang, il faut que ça tourne, il faut que ça fonctionne bien, hein. Pour 1,5 litre par minute, il faut que ça circule bien, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de vasoconstriction. D'où l'importance du petit remède de grand-mère qui est toujours d'actualité, c'est de se mettre une petite bouillotte sur le foie, hein. De garder une bouillotte sur le foie droit après le repas, hein, ou le soir au coucher, va vraiment aider le foie à être dans des conditions idéales. C'est pour ça, là aussi, je dis qu'on sort d'une période d'hiver où il y a eu le froid, ce qui n'est pas idéal pour notre corps. Je rappelle que l'homme est né en Afrique, on est fait pour vivre en température plutôt clémente, plutôt chaude. Alors certes, l'homme s'est adapté plus ou moins bien au froid, mais voilà, notre foie aime le chaud. Ensuite, on a l'alimentation. Alors l'alimentation, bien sûr, avec les glucides et les lipides en excès, mais je voulais surtout attirer l'attention sur quelques aliments que l'on a banalisés actuellement dans notre façon de nous nourrir. Bon, l'alcool déjà, hein, ça tout le monde le sait, c'est pas top pour le foie. Alors là aussi, j'ai envie de dire que l'alcool, c'est très personnel. Le foie, on a une hérédité déjà au niveau du foie, hein. Il y a des personnes qui ont un foie qui va supporter beaucoup de choses, hein, qui est de très belle qualité, qui est costaud, qui va bien supporter. Et puis d'autres qui vont avoir un foie un petit peu fatigué dès le départ, hein, en fonction de l'hérédité. Et après, il y a toute l'hygiène de vie qui va fatiguer ou non notre foie. Donc effectivement, il y a tout ce qui est alcool en excès. Et là, c'est à chacun de se connaître et de savoir quelle est la quantité. Le foie peut dégrader un petit peu d'alcool, mais voilà, au-delà d'une certaine limite, ça ne va plus. On fatigue notre foie. Il y a évidemment les glucides et les lipides en excès. J'en ai déjà parlé, on l'a compris. Je ne vais pas y revenir. Vous avez tous les toxiques de l'alimentation, tout ce qui est produit issu de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire les pesticides, les exhausteurs de goût, les conservateurs, les colorants, bref, tous ces E quelque chose, les fameux E quelque chose que l'on a actuellement dans notre alimentation et qui sont des toxiques pour notre foie parce qu'il va être obligé de les éliminer, de travailler avec, et donc fatigue supplémentaire. Mais je voulais m'arrêter un tout petit peu sur des aliments qui sont présentés souvent comme des aliments entre guillemets santé, hein, comme le café. Le café, effectivement, on lit des articles comme quoi 3-4 cafés par jour, ce serait même intéressant pour lutter contre Alzheimer, etc. Ça permet de garder une certaine vivacité d'esprit, etc. Je rappelle juste que le café contient de la caféine, que la caféine, c'est un alcaloïde et que les alcaloïdes sont des poisons pour notre foie. Donc, j'ai envie de dire, comme la publicité, un café, ça va, au-delà de 3 cafés, bonjour les dégâts. Ça reste aussi quelque chose que l'on peut
que l'on a banalisé. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui buvaient jusqu'à 1 litre de café par jour et qui, pour rester réveillées, comme il le disait, hein, des personnes qui voulaient rester réveillées pendant leur… mais il y avait un problème d'hygiène de vie derrière, bien sûr, qu'il fallait revoir. Mais effectivement, ce café que l'on a un petit peu banalisé, il ne faut pas oublier que jusqu'au sein, et on le trouvait chez les apothicaires. Il n'était pas en vente libre. C'est seulement après que le café a été banalisé. Autre aliment dont je voudrais parler, c'est le thé. Hein, on met en avant le thé, quel qu'il soit, que ce soit le thé noir, le thé vert, le thé blanc. Tous ces thés contiennent de la théine et la théine est également un alcaloïde. C'est l'équivalent de la caféine. Hein. C'est un poison pour notre foie. Alors c'est pareil, le thé vert a été porté au nu actuellement pour son pouvoir antioxydant. Pourquoi pas? Mais c'est toujours une question de quantité après. Ce n'est pas la peine non plus de fatiguer son foie avec trop de théine. Ou alors, il faut effectivement faire infuser, jeter au bout de 30 secondes la première infusion. Et là, on aura ôté la plus grande majorité de la théine de son thé. Et puis le chocolat. Le chocolat, c'est cette saison, c'est bientôt Pâques, donc c'est l'occasion d'en parler. Le chocolat que nous aimons tous contient de la théobromine, qui n'est rien d'autre aussi que l'équivalent de la caféine ou de la théine. C'est un alcaloïde aussi. Donc c'est pareil pour le chocolat, un petit peu, mais pas trop. Et pourquoi j'en ai parlé? Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte dans une alimentation d'une journée que l'on peut avoir à la fois du café, à la fois du thé, à la fois du chocolat, à la fois un petit peu d'alcool, sans parler des glucides, des lipides, puis de tout ce que l'industrie agroalimentaire nous apporte au niveau des produits ultra transformés. Donc, je veux juste rendre attentif sur l'accumulation. Un carreau de chocolat, ce n'est pas un souci si dans le reste de l'alimentation, il y a un côté raisonnable. Hein. C'est toujours ça le problème, en fait. C'est l'accumulation, le cocktail. Ensuite, on continue parce que l'heure tourne. Les causes de troubles hépatiques, le tabac, bien sûr. Vous savez que certains composants du tabac vont passer dans le sang et forcément passer dans le foie. Donc, travail du foie. Autre cause de troubles hépatiques, l'état de notre microbiote et de notre muqueuse intestinale, puisque tout ce que nous ingérons va passer au niveau de l'intestin. Notre muqueuse intestinale forme en principe une barrière étanche et ne passe à travers les villosités des entérocytes que ce qui est autorisé, hein, avec un microbiote en bonne santé qui joue son rôle également pour contrôler ce qui arrive dans l'intestin. Avec un microbiote déséquilibré, en mauvais état, lié à des tas de facteurs, ce n'est pas le moment d'en parler, mais notamment à une alimentation déséquilibrée. Avec les risques d'une hyperperméabilité intestinale associée, vous pensez bien qu'à ce moment-là, de nombreuses molécules vont se retrouver dans la circulation sanguine alors qu'elles n'avaient rien à y faire. Et donc, évidemment, on va aussi avoir un problème de fatigue du foie à qui on va demander un travail supplémentaire. Autre cause de problème hépatique, vous voyez bien que cette dame n'en peut plus, c'est le stress, c'est les émotions. En médecine chinoise, chaque organe est relié à une émotion et pour le foie, c'est la colère. Et on a bien parlé de la colère de Zeus aussi en introduction. Donc c'est la colère, ce sont également les frustrations, tous les non-dits, tout ce qui n'a pas été exprimé, tout ce qui a été nié mais qui existe, eh bien, va avoir des répercussions sur le foie. Pourquoi? Parce que toute émotion va avoir un impact avec une réponse sur le plan physiologique, avec production d'hormones, et toutes ces hormones vont être dégradées après au niveau du foie, d'où surcharge de travail au niveau du foie. Il est important de se libérer également de ce qu'on appelle les psychotoxines. Hein, et là, on pourra penser, on verra après les conseils naturels. Donc voilà, le stress, les émotions, c'est pas bon non plus pour le foie. Et puis bien sûr, la sédentarité est également l'ennemi de notre foie
parce que par le fait de bouger, on va fluidifier le sang, hein, on va activer la circulation sanguine, on va fluidifier le sang, et quand on active la circulation sanguine et qu'on fluidifie le sang, à ce moment-là, le foie fonctionne évidemment mieux. Et surtout aussi, je vous le disais en introduction, que le foie est en contact intime avec le diaphragme. Le fait de faire de l'exercice physique va nous obliger à travailler notre respiration et va donc faire travailler le diaphragme, et on verra après quelle est cette importance-là. Et puis, bien sûr, dernière cause de troubles hépatiques, les surcharges de médicaments. Le foie est notre usine d'épuration, mais sa capacité à éliminer les toxiques n'est pas illimitée, et cela peut entraîner une fatigue du foie. Alors, on va voir les conseils en naturopathie. Les conseils en naturopathie, on va travailler sur le trépied de la naturopathie, l'alimentation, la gestion des émotions, le mouvement et la respiration. Pour l'alimentation, vous voyez tout de suite, évidemment, on va se tourner vers une alimentation hypotoxique. Donc, je précise pour ceux qui auraient peut-être encore des doutes, il s'agit bien de l'alimentation qui est présente à votre droite sur l'écran. Hein? Des fois qu'un petit doute subsisterait. Donc, une alimentation hypotoxique avec une diminution des mauvaises graisses, une diminution des glucides, des aliments transformés. Le conseil de manger dans le calme, en pleine conscience, de mastiquer. La mastication, ne l'oubliez pas, c'est le début de la digestion. De boire en dehors des repas pour ne pas diluer les sucs digestifs. Et puis, c'est le moment de manger des plantes amères. L'amertume, c'est ce qui est bon pour notre foie. Alors, on a tendance à l'oublier, on est plutôt dans une société où on aime la douceur, le côté sucré, le côté doux, mais par contre, l'amertume est une saveur que l'on rejette assez souvent, alors que c'est la meilleure saveur pour notre foie. Donc, profitez-en. On a maintenant au printemps le pissenlit, on en reparlera quand on parlera de phyto. Eh bien, faites des salades de pissenlit en complément. Ça permet vraiment, l'amertume du pissenlit permet vraiment d'aider, de soutenir le foie. Alors évidemment, si vous faites votre salade de pissenlit, je me permets juste de dire qu'il faut, si c'est à viser de soutien du foie, oubliez les lardons et les croûtons. Si je peux me permettre. Ensuite, on a la gestion des émotions pour éliminer les fameuses psychotoxines, puisque toute émotion va avoir une répercussion au niveau du foie. Donc, vous voyez que le foie en médecine chinoise est associé à la colère, dans la roue de la médecine chinoise, mais toutes les émotions vont impacter le foie. Donc, pensez à tout ce qui peut aider. Ça peut être la relaxation, ça peut être les fleurs de Bach, ça peut être une aide en psychothérapie. Le foie est le véritable réservoir des émotions refoulées, donc il est indispensable de travailler également là-dessus. Et le troisième trépied, le mouvement, la respiration. On a bien sûr, au niveau du mouvement, on peut se référer à la gymnastique des organes, dont Pierre-Valentin Marchessault a fait la promotion. Le fait de faire des mouvements, je dis toujours que le foie est comme une éponge. Eh bien, une éponge, elle aime être comprimée, décomprimée. Donc, vous pouvez très bien penser, effectivement, par certains mouvements qui sont décrits de façon tout à fait précise, des mouvements de compression du foie et de décompression. Ça va permettre à l'éponge de mieux et puis également, le foie est directement collé au niveau du diaphragme, et donc le fait de inspirer, le diaphragme descend. Quand vous expirez, le diaphragme remonte, et le fait d'avoir cette amplitude au niveau du diaphragme lors d'une respiration profonde va provoquer également une compression, décompression au niveau du foie et un massage en fait de tous les organes, de tous les viscères, de tous les organes du ventre. Donc c'est très important la respiration pour
pour le bien-être du foie. D'ailleurs, un médecin russe qui s'appelle le docteur Alexandre Salmanov, qui est le père de la capillarothérapie, donc de l'usage de l'eau chaude pour la vasodilatation, pour la santé, disait « Si vous voulez vivre vieux et en santé, gardez le foie au chaud et occupez-vous de votre diaphragme. » Donc, on va droit au but de ce qu'on dit jusqu'à présent. On va pouvoir penser aux différentes aides. Le naturopathe va pouvoir, en dehors de ce trépied-là, travailler avec différentes aides. Vous avez la réflexologie, qu'elle soit plantaire, palmaire, ou le travail sur le méridien du foie. Toutes les réflexologies sont les bienvenues pour travailler sur ces zones-là. Vous avez la médecine traditionnelle chinoise qui peut aider, comme on le disait, avec le fait que le foie soit relié à la saison du printemps, donc de penser à détoxiquer son foie, le soutenir au printemps, mais également il est lié à la couleur verte, donc d'appliquer un t-shirt vert à même la peau au niveau du foie va permettre par résonance de fréquence vibratoire de travailler sur le foie. On pensera également à l'oligothérapie. On peut penser au soufre qui favorise l'élimination des toxines au niveau du foie. Et là, on peut penser notamment dans l'alimentation à toute la famille des alliums. La vitaminothérapie pour améliorer la fonction hépatique, notamment certaines vitamines B, B3, B6, B5, B1 que l'on va trouver dans le germe de blé. C'est l'occasion de faire peut-être une petite cure de germe de blé. Bien sûr, vitamine C, vitamine E, et j'ai envie de dire les autres aussi, c'est toujours important d'avoir l'ensemble des choses. On va penser donc effectivement, comme je vous le disais, j'avais oublié de mettre la diapo, la nutrition cellulaire, c'est-à-dire l'oligothérapie. On peut penser au plasma marin également, qui est très intéressant pour ramener tous les oligo-éléments et minéraux dont le corps a besoin, la vitaminothérapie, tout ce qui fait la nutrition cellulaire. On peut penser au soutien de l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, et notamment, alors il y en a plusieurs, comme ce n'est pas le sujet direct de ce webinaire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Au niveau des huiles essentielles, j'en citerai juste 3. Vous avez l'huile essentielle de citron qui est hépatoprotectrice. Vous avez l'huile essentielle de l'édon du Groenland qui est une régénératrice des hépatocytes et l'huile essentielle de romarin officinal à verbenone qui est également un grand soutien du foie. Je mets juste en garde les personnes qui voudraient utiliser les huiles essentielles sans rien y connaître. Soit vous avez un thérapeute qui vous explique exactement comment les utiliser, soit la personne qui vous les vend peut vous expliquer exactement comment les utiliser. Attention, les huiles essentielles, même si c'est naturel, c'est un concentré de molécules chimiques avec des effets potentiellement indésirables ou toxiques. Certaines huiles sont hépatotoxiques, de nombreuses huiles essentielles sont hépatotoxiques, donc attention à l'usage que vous en faites. On pourra penser au soutien en gémothérapie. Et là aussi, c'est complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas une formation sur la gémo, mais on va penser effectivement aux bourgeons ou aux jeunes pousses de romarin officinal et de genévrier. Ce sont les 2 grandes plantes phares de la gémothérapie du foie. Voilà, on peut travailler également sur la vésicule biliaire, pancréas, etc. en association. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la phytothérapie. La phytothérapie les plantes que l'on va pouvoir utiliser pour le foie. Alors, on a 4 types de plantes médicinales qui agissent sur le foie et la vésicule biliaire. On a des plantes dites cholagogues. Cholagogues, ce sont des plantes qui vont
aider à la vidange de la vésicule biliaire, plus particulièrement. Donc, cholagogue, vidange de la vésicule biliaire. Et on pensera… Alors, je vous cite une plante. Ce que je veux dire aussi tout de suite, avant d'aller plus loin, c'est que c'est en fait ça la magie de la magie de la phytothérapie des plantes. C'est qu'elles n'ont pas qu'une seule action. Dans les plantes, on trouve souvent un principe actif que l'on va utiliser, mais il y en a plein d'autres. Et dans la même plante, vous avez différentes possibilités d'action. Donc, quand je vais vous donner une plante en disant celle-ci est cholagogue, oui, ok, elle est cholagogue, mais elle peut également être cholérétique, elle peut être également régénératrice des cellules hépatiques et intervenir dans la détox. Je veux dire, je la cite parce que c'est peut-être son action principale, mais elle peut avoir également les autres actions. Ça, c'est vraiment la magie des plantes, c'est qu'elles peuvent agir à différents niveaux. Donc, les plantes cholagogues, pour la vidange de la vésicule biliaire, on pensera notamment au radis noir. Les plantes cholérétiques, ce sont celles qui vont stimuler la synthèse de bile au niveau des hépatocytes. On pensera au chardon-marie. Donc, cholérétique, production de bile, synthèse de bile. On a ensuite les plantes régénératrices avec une action directement sur l'hépatocyte pour permettre la régénération cellulaire. Et là, on peut penser au desmodium. On va les revoir après, les plantes. Et puis, les plantes de détoxification. Alors, dans la détoxification, les personnes qui s'y sont intéressées de façon très pointue ont décrit une phase 1, une phase 2. Donc, certaines plantes agissent sur la phase 1, d'autres sur la phase 2. Et puis, on trouve l'artichaut qui agit un petit peu sur la phase 1 et beaucoup sur la phase 2. Donc, il agit sur les deux phases. Donc, on parle souvent de l'artichaut comme plante de détox. D'accord. Donc, je parlais donc des 4 types de plantes médicinales, cholagogues, cholérétiques, et j'en étais arrivée à régénératrices et de détoxification. Ce que je disais en fait, qui est important à retenir, donc oui, tu me disais qu'on s'était arrêté au desmodium, donc régénératrice, où je parlais du desmodium. De toute façon, toutes ces plantes, on va les reprendre un petit peu, les unes après les autres. Et puis la 4e catégorie, donc je pense que c'était coupé à ce niveau-là, c'est la détoxification qui se passe selon les spécialistes en 2 phases. Et nous avons l'artichaut, par exemple, qui agit un petit peu sur la phase 1 et beaucoup sur la phase 2. Donc qui est considérée comme la plante de détox. Mais comme je le disais, ces plantes agissent aussi, pour la plupart, elles sont à la fois cholagogues, à la fois cholérétiques, elles participent à la détox, etc. On les a mises un petit peu dans des cases, mais très souvent, elles participent à plusieurs effets sur le foie. Alors, on va les voir un petit peu rapidement, les unes après les autres, pour en dire un petit mot. Et vous avez le chardon-marie, là, sur votre diaporama, qui est donc en haut à droite. Le chardon-marie, qui est la plante fondamentale un petit peu du foie, j'ai envie de dire, qui est, bon, je vous rappelle peut-être la légende du Moyen-Âge, où on disait qu'en fait, Marie, la Vierge Marie, s'était arrêtée sous un chardon pour allaiter l'enfant Jésus, et que quelques gouttes de son lait sont tombées sur les feuilles et du coup les feuilles se sont marbrées de blanc. Donc le chardon-marie a effectivement des grandes feuilles marbrées avec des marbrures blanches. Voilà. Et on explique peut-être aussi, mais ça n'a pas été encore étudié, le rôle du chardon-marie dans la lactation par raccourci d'image. On pense qu'il peut aider à la lactation. Ce n'est pas pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On a un principe actif qui s'appelle la silimarine et qui va favoriser la régénération hépatique. C'est une plante donc hépatoprotectrice que l'on va pouvoir utiliser en préventif ou en curatif, qui est donc très intéressante dans les fonctions d'élimination, de détoxification du foie. Vous avez l'artichaut à votre gauche, qui a une composition complexe, qui est vraiment le symbole de l'intérêt de la synergie des substances actives dans une même plante.
Petite coupure à nouveau. Ah, cette fin de webinaire est un petit peu pénible là. Très rapidement, donc je reprends mon temps. Oui, on t'entend, pas très bien, mais on t'entend, mais par contre l'écran est de nouveau parti. Est-ce que je pourrais demander à tous les participants de couper également leur vidéo? Ça aiderait pour une meilleure, pour un meilleur son. Donc, si vous voulez voilà. tous vous déconnecter au niveau de la vidéo. Voilà, donc je disais effectivement que l'artichaut était cholagogue, cholérétique, hépatoprotecteur et que ça représentait bien l'intérêt de la phytothérapie, d'avoir une plante qui n'a pas juste une action, mais qui a un ensemble d'actions. Et puis on continue avec le radis noir, qui est une plante potagère que tout le monde connaît, qui fait partie de la famille de ces fameuses brassicacées qu'on appelait les crucifères dans le temps, et qui est donc riche en dérivés soufrés. Le principe actif, ce sont donc les glucosinolates qui ont également un effet anti-cancer, qui sont recommandés dans l'alimentation anti-cancer. Et le soufre est effectivement un élément important au niveau du foie parce qu'il favorise l'élimination des toxines au niveau du foie. C'est également un antioxydant et c'est aussi un constituant des tendons. C'est pour ça qu'on met aussi souvent en médecine chinoise la relation entre les tendons et le foie. Quelqu'un qui ferait des tendinites à répétition, il faut penser à voir ce qui se passe au niveau du foie. Et puis, d'autres plantes. Vous avez là le desmodium, la plante rose avec les fleurs roses, c'est le desmodium qui fait partie de la famille des fabacées et qui est une plante bien connue des praticiens d'Afrique équatoriale. Elle est hépatoprotectrice. C'est vraiment la plante que l'on va utiliser quand le foie est agressé par un agent extérieur. On peut penser à des traitements médicamenteux lourds, notamment des chimiothérapies. On peut penser à des hépatites avec des virus ou effectivement en cas d'alcoolisme, quand il y a des cirrhoses. C'est vraiment, je dirais, la plante de reconstruction du foie, de régénération du foie. À côté, on a le boldo. Le boldo, qui est originaire du Chili, qui a été acclimaté seulement fin du 19e siècle sur le pourtour méditerranéen et dont les feuilles aromatiques dégagent une odeur de menthe et qui a des fonctions cholagogues et cholérétiques. On va retrouver le pissenlit. Le pissenlit dont on va utiliser la racine en phytothérapie. Je vous parlais de la salade de pissenlit, ça c'est pour l'usage traditionnel, mais sinon on peut effectivement en phytothérapie utiliser la racine. Au Moyen-Âge, elle était appelée Herba diuretica, ce qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. On l'utilisait car elle favorisait l'élimination rénale. Elle favorise toujours l'élimination rénale, mais elle agit également sur le foie. Donc c'est une plante qui a la particularité de travailler sur deux émonctoires, foie et rein. Et la petite fleur rose violacée en dessous, c'est la fumeterque, qui est une plante qui pousse chez nous sur les terrains plutôt pauvres. Pareil, elle était déjà utilisée au Moyen-Âge pour, ils ont un terme qui me plaît bien, ils disaient désopiler le foie et éclaircir le teint. Alors effectivement, elle facilite les fonctions digestives, elle est très active sur les migraines d'origine hépatique et dans les problèmes de peau type acné, psoriasis, eczéma, effectivement, de par son action au niveau du foie. Ah, bah, je croyais que je vous avais mis encore d'autres plantes. Je l'ai peut-être mis plus tard, je ne sais plus. Ou je l'ai oublié. Le fameux romarin qui propose de nombreuses propriétés digestives, toniques et stimulantes. Alors évidemment, il y aurait encore beaucoup d'autres plantes à citer au niveau de leur rôle par rapport à la digestion. On peut penser en Alsace à la spérule qui est antispasmodique et calmante.
On peut penser au chrysanthellum americanum, qui est antilithiasique, que l'on peut utiliser quand il y a une intoxication du foie également. L'achillée millefeuille, qui va stimuler les sécrétions biliaires, qui est apéritive. La gentiane, qui est digestive. Le curcuma, qui est également cholérétique et cholagogue. La livèche, la mélisse, la chélidoine. Bref, je pourrais vous en citer plein, mais bon, il faut bien s'arrêter à un moment donné. On a vu les principales et on va passer maintenant, si vous le voulez bien, aux compléments alimentaires proposés par Soria. Alors, au niveau des compléments alimentaires proposés par Soria, je rappelle, je ne fais plus la présentation du laboratoire Soria où Françoise la fera, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être après. Je rappelle juste que l'intérêt des extraits fluides, c'est l'extraction des substances actives qui permet de récupérer jusqu'à 97% des principes actifs de la plante, ce qui fait que vous avez tout de suite quelque chose qui est extraordinairement efficace. Je rappelle que Soria, les produits Soria ne contiennent ni colorants ni conservateurs, qu'on a vraiment un produit que l'on peut utiliser en toute sécurité. Bien sûr, une fois qu'on a vérifié les contre-indications, s'il y en a. Alors, vous pouvez utiliser donc pour détoxifier le foie, pour le soutenir, les extraits fluides. Et dans la gamme Soria, on trouve le pissenlit, l'artichaut, chardon-marie, desmodium, fumeterre et boldo, avec chacun donc leur particularité. Le pissenlit, si on veut travailler également au niveau du rein, au niveau de la peau. L'artichaut, ce sera plus quand il y a des troubles digestifs. Hein, ça va faciliter, comme dit, les fonctions d'élimination de l'organisme. Le chardon-marie pour restaurer les cellules du foie quand il y a des substances toxiques qui sont apportées, alcool, médicaments, chimiothérapie. Le desmodium, suite à des dégâts causés par des médicaments, de l'alcool, une hépatite virale. La fumeterre, quand on a des problèmes de peau associés. Le boldo, quand on a des troubles du transit associés. Vous voyez, chacun va avoir une action au niveau du foie et avec une petite orientation plus spécifique et tout à fait intéressante. La grande spécialité du foie, le Cyrazil, mon chouchou. Le Cyrazil pour la détox du foie du printemps, que l'on peut utiliser donc en préventif au niveau de la détox du foie, que l'on peut utiliser en curatif, s'il y a eu un traitement médicamenteux, si besoin. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire avec un concentré de radis noir, d'artichaut et de chardon-marie. Donc là, on va trouver les 3 grandes plantes phares de la détox du foie. Et comme je le disais, le foie travaille la nuit, le flacon se prend le soir au coucher. Alors, je voudrais juste attirer l'attention sur le risque de crise curative. Au moment de la détox, on remet en circulation des toxines, ce qui veut dire que le corps va peut-être réagir en faisant ce qu'on appelle une crise curative. C'est-à-dire qu'il va y avoir pendant un temps plus ou moins court ou long, ça dépend, un excès de toxines, ce qui va provoquer une résurgence des symptômes, l'augmentation des symptômes. Et je pense notamment à une jeune femme que j'avais vue pour un problème d'eczéma et à qui, mais on avait commencé par une cure de Cyrazil. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, j'ai oublié de lui parler de la crise curative. Et 2 jours après ou 3 jours après, elle me téléphone en me disant qu'elle avait envie de s'arracher la peau, qu'elle avait des crises d'eczéma encore plus fortes et tout. Et je lui dis, mais oui, vous faites une crise curative et j'ai oublié de la prévenir. Donc, voilà, on le fait une fois, on ne le fait plus après. Et donc, juste pour dire qu'effectivement, il y a des risques de crise curative. Pensez-y si vous conseillez le Cyrazil ou si vous l'utilisez.
si jamais, on peut penser, là Françoise me dira ce qu'elle en pense, à passer à un flacon un soir sur 2 ou un demi-flacon par soir pour limiter un petit peu les crises curatives. Oui, effectivement, en général, on diminue la dose pendant quelques jours, le temps que l'organisme s'y habitue. Et ensuite, la personne peut repartir progressivement sur des doses croissantes. Mais c'est des choses qui sont effectivement assez courantes. J'ai très souvent des personnes qui me remontent au moment des détox d'avoir des migraines. Donc j'ai envie de dire, c'est effectivement un signe que cela fonctionne, mais ce n'est pas la peine que la personne souffre en pleine détox. Donc quand il y a effectivement ce genre d'effet, il vaut mieux diminuer la dose ou espacer les prises pendant quelques jours. CTP qui est intéressant, donc, puisqu'il va travailler directement au niveau des mitochondries. On va remettre en route les mitochondries et donc stimuler les enzymes de détoxification en phase 2. C'est un détoxifiant général cellulaire très intéressant. La posologie est écrite sur la diapo. Tu pourras en reparler après peut-être si tu prends le relais. Hein. C'est vraiment dès qu'on a besoin de nettoyer l'organisme en profondeur au niveau cellulaire. On a le métallope qui est un détoxifiant des métaux lourds, puisqu'on sait que les métaux lourds vont également fatiguer le foie. Donc, à ce niveau-là, on peut effectivement penser à faire une cure pour nettoyer le foie des métaux lourds, pour nettoyer l'organisme des métaux lourds. Et le dernier produit, c'était le Drénalimp que l'on va utiliser quand on a des troubles digestifs, hein, puisqu'il stimule également les fonctions d'élimination de l'organisme et qu'on y retrouve notamment l'artichaut et le pissenlit. Oui, alors le Drénalimp est effectivement… Voilà, moi je crois que je vais m'arrêter là, Françoise, puisque effectivement, la communication est difficile. Le Drénalimp ou Drénalimp est très souvent utilisé pour, plutôt sous forme de boisson. Ça s'adresse beaucoup plus à des personnes qui ont une envie de bien-être au changement de saison. Et dans ces cas-là, voilà, on agit que ce soit au niveau hépatique, mais également au niveau rénal. C'est un drainage un petit peu plus complet qui n'est pas un spécifique du foie, mais qui peut être intéressant justement pour se décrasser régulièrement. Voilà, donc c'est en plus un draineur qui est très agréable au goût. Voilà, nous en avons fini avec cette présentation. Je suis désolée pour ces coupures de son. Je remercie Anne-Dominique pour vraiment cette présentation très, très précise sur les différents rôles du foie. Je voulais surtout rappeler que effectivement le foie est un organe extrêmement sensible à nos humeurs aussi, et qu'il y a véritablement lieu d'en prendre soin. Étant un des plus gros filtres de l'organisme, il a tout son rôle et il a vraiment de grandes raisons d'être chouchouté tout au long de l'année pour que l'on soit en forme. Et tu le disais tout à l'heure, Anne-Dominique, pour éviter ces grands effets de fatigue. Moi, je l'appelle souvent le chef d'orchestre de tous les organes pour la simple raison, c'est qu'en fait, quand le foie commence à faiblir, commence à être fatigué, automatiquement, les signaux qu'il va donner aux autres organes seront erronés et on risque d'avoir tout simplement des dérèglements au niveau des autres organes également.